Mesdames et messieurs, bienvenue à la 13e finale du concours de plaidoirie et d'éloquence organisé par l'association Lysias. Merci d'accueillir vos maîtres de cérémonie, la présidente de Lysias, Julie Réveret, et sa vice-présidente, Marlène Latru. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Lysiasiennes, Lysiasiens, bonsoir. Bienvenue à ce grand rendez-vous annuel, celui de cette institution qui est désormais la grande finale du concours Lysias. Cette année, plus que jamais, l'éloquence a perduré. Le pouvoir des mots s'est imposé alors que nos vies ont été chamboulées, tourmentées. Lysias n'a pas flanché. Cette édition unique et inédite s'inscrira dans l'histoire de l'éloquence clermontoise. Ce n'est pas du luxe, mais nous pouvons le dire, nous avons résisté. Cela fait 13 ans maintenant que notre association conseille les étudiants en licence de droit à travers des séances de formation qui ont un objectif bien précis. Les préparer au mieux au concours d'éloquence et plus encore à les aider à s'améliorer dans la prise de parole en public. Une fois encore, vous avez répondu massivement présent, et ce, même derrière vos écrans. Cette année encore, nos candidats ont tous été exceptionnels et n'ont pas manqué d'originalité. Toujours, ils nous ont impressionnés par leur travail, leur volonté de bien faire et leur force de conviction. Et soyez assurés, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce soir ils vont vous impressionner, vous épater et vous transporter. Amoureux des bons mots, rhétoriques aussi élégantes que clinquantes, ces jeunes talents risquent de vous en faire perdre la vie. Alors avant toute chose, nous souhaiterions remercier l'ensemble des candidats du concours Lysias. Sans vous, Lysias ne serait pas. Cette année ne pourrait pas avoir lieu sans l'ensemble de nos candidats, mais plus largement, l'association Lysias ne pourrait mener à bien sa mission sans le concours de nombreux soutiens. Aussi, nous souhaiterions remercier nos partenariats privilégiés avec l'Ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand et la municipalité de Clermont-Ferrand, sans lesquels nos manifestations ne pourraient avoir lieu. Merci à l'ensemble des avocats qui nous ont soutenus et qui nous ont fait l'honneur de leur présence lors des tours de sélection et des demi-finales. Un grand merci également à la préfecture, le conseil régional et la mairie de Clermont-Ferrand, sans qui cette finale n'aurait pu être possible. Merci de nous avoir permis de tourner cette finale dans vos locaux, de votre disponibilité et votre enthousiasme. Nous tenions à remercier en particulier Madame le Doyen, Christine Bertrand, qui continue à nous accorder sa confiance et à nous témoigner un soutien précieux année après année. Aussi, je souhaiterais remercier les anciens présidentes et présidents de Lysias, ainsi que l'ensemble des anciens membres des bureaux qui se sont succédés depuis maintenant 13 ans. C'est grâce à leur volonté et leur action passionnée que Lysias peut souffler sa 13e bougie ce soir. Alors à situation exceptionnelle, finale exceptionnelle. Sans plus attendre, voici le déroulé de cette 13e édition extraordinaire. Lysias a dû s'adapter, se réinventer pour maintenir comme chaque année son célèbre concours d'éloquence. Pour la première fois dans l'histoire lysiasienne, le public pourra participer. Les finalistes vont donc s'affronter sur des plaidoiries de 10 minutes, à l'issue desquelles un temps de vote s'ouvrira. Les lauréats seront donc élus pour proportion du vote du public et du délibéré final de notre prestigieux jury. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vous l'aurez donc compris, votre participation est de mise. Alors suivez avec la plus grande attention ce moment inédit que nous allons vivre ensemble ce soir. À vos manettes, laissez-vous emporter et convaincre par ces grands orateurs de la finale Lysias. Écoutez, vibrez et votez. Alors au départ, ils étaient une centaine à avoir participé à Lysias, à nous avoir émus, fait rêver, fait frissonner et poussé à la réflexion. 100 candidats à qui il convient de rendre hommage ce soir. Nous leur témoignons tout notre respect et toute notre gratitude. Mais ce soir, ils ne sont plus que 6. 6 étudiants en droit n'attendant qu'une seule chose, vous couper le souffle par leurs armes que sont les mots, dans l'espoir de vous convaincre. Tels les plus grands couturiers et stylistes, ils useront du tissu de l'éloquence pour donner vie à des créations lyriques et sauront à la fois percer les cœurs et marquer les esprits. Ce soir, vous vivrez sans nul doute la plus haletante, la plus vibrante, la plus impressionnante des finales. Pour ce faire, nous vous invitons à nous suivre au cœur des lieux emblématiques de notre chère métropole clermontoise. Sortez vos plus belles tenues, prenez place, le tapis rouge est déroulé, vos plaideurs et plaideuses sont prêts. Sur les 1000 sentiers de l'amour du verbe, nous marquerons une halte, boulevard de l'élégance à la préfecture en la salle prestigieuse Clémentelle, pour un premier défilé où s'affronteront en duel nos 2 finalistes de première année sur un cas pratique de droit civil. Puis nous poursuivrons notre périple haut en couleurs et plein de charme, allée de la prestance au conseil régional, où nos 2 finalistes pénalistes vont s'affronter sur un cas pratique de droit pénal sur les violences et la légitime défense.
Avant d'arriver au bout du chemin, place de la Plaisance, à la mairie de Clermont-Ferrand, dans la salle du conseil municipal, où nos sculpteurs de 3e année s'affronteront sur un sujet d'éloquence à la hauteur de nos talents. Le luxe est-il miroir de l'élégance? Si pour nous le voyage prendra fin ce soir, il n'en sera pas le cas pour nos 3 lauréats. En effet, les portes d'une nouvelle aventure s'ouvriront dans les lieux les plus prestigieux de la capitale grâce à la conférence nationale de l'ISIAS. Ils auront la chance de porter les couleurs de l'éloquence clermontoise face à une trentaine d'autres associations locales. Mais avant cela, nos candidats devront mériter leur prestigieux titre de lauréat. Et pour ce faire, qui de mieux qu'un jury d'exception pour procéder à ce sacre? Nous font l'honneur ce soir de leur présence pour élire les plus convaincants et éloquents. Notre jury d'exception, présidé par Maître Laurent Rosier, bâtonnier de l'ordre au barreau de Clermont-Ferrand. Maître Jean-Julien Perrin, avocat et fondateur de l'association l'ISIAS. Madame Christine Bertrand, doyen de l'école de droit. Monsieur Philippe Gazagne, président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Madame Pascale Redzel, procureur général près la cour d'appel de Riom. Monsieur Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand. Madame Sophie Dégout, première présidente de la cour d'appel de Riom. Madame Catherine Gorojan, présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Et enfin monsieur Éric Meillot, procureur de la République de Clermont-Ferrand. Nous tenions également à remercier les membres du bureau de l'ISIAS sans qui rien n'aurait été possible. Car l'organisation de ce concours est avant tout un travail d'équipe. Équipe qui a œuvré avec dévouement et bonne humeur pour continuer à porter haut les couleurs de l'éloquence clermontoise. J'aimerais saluer l'ensemble du bureau l'ISIAS Clermont. Alors un grand merci à Léa Laurent, secrétaire générale, Anaïs Ramos, trésorière de l'association, Yvan Bongulandi, secrétaire adjoint, Yasmine Adil, directrice de la communication, et nos adjoints à la communication Raphaël Leguet et Cynthia Carbonello. Nos derniers mots iront à nos 6 finalistes ce soir. Sarah Caffière, Loris Ledjic, Camille Esnard, Yanis Bibolé, Sacha Devénon et Félix Le Batteur. C'est à vous que nous nous adressons. Vous avez osé, vous avez participé et plaidé, vous avez su braver la difficulté du distanciel et nous captiver par vos plaidoiries. Et vous avez su vous démarquer. Vous êtes ce soir les dignes représentants de l'éloquence clermontoise. 3 lauréats à l'issue de cette finale inédite, mais sachez que tous, vous nous avez fait vibrer. Merci à tous nos candidats d'avoir cette année encore fait perdurer et briller l'éloquence. Que ce soit avec humour, ferveur, délicatesse, avec force et conviction, mais avant tout avec passion. Alors à tous, un grand merci. C'est grâce à vous que l'ISIAS peut vivre cette 13e édition inédite. Ce soir, strass et paillettes, grâce à nos finalistes qui vont briller sur le thème luxe et droit. Un temps de pause, suspendu aux mots, le temps d'un instant, l'élégance du verbe. Chers téléspectateurs, amoureux de l'éloquence, soyez prêts. Car ce soir, vous avez le pouvoir d'élire les lauréats de cette 13e finale du concours l'ISIAS. Laissez-vous embarquer, séduire et convaincre par nos talents aussi éloquents que brillants. Alors sans plus attendre, laissons la parole à nos premiers candidats avec Cynthia et Raphaël. Merci Julie, merci Marie. Cher public, bonsoir et bienvenue dans les locaux de la préfecture pour cette 13e édition de la finale de l'ISIAS. Une édition unique, historique, tout comme le lieu dans lequel nous nous trouvons. La préfecture de Clermont-Ferrand, une vraie clé de voûte pour l'institution française, est un vrai berceau de l'éloquence. Un berceau dans lequel nous vous amenons ce soir, dans la salle Clémentelle, où nos étudiants de première année vont plaider sur un cas pratique de droit civil. Un cas pratique dans lequel le champ lexical du luxe et de la somptuosité va vous faire rêver. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonjour. J'ai juste une petite question. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lieu si historique et magnifique dans lequel nous nous retrouvons ce soir? Bien volontiers. Donc d'abord, merci à l'association l'ISIAS d'être là et bravo à tous ces jeunes dont je suis admiratif. Alors cette salle Clémentelle, c'est la salle la plus belle de cette préfecture. Clémentelle, comme vous le savez, c'est un homme politique de la Troisième République qui a eu plusieurs postes ministériels. Il a été député, il a été sénateur. Et puis surtout, il a été, on l'oublie assez souvent, créateur à l'initiative de la création des régions. Il a eu cette idée du fait régional. Et c'est drôle parce que cette salle a servi, quand cette préfecture était une préfecture de région, a justement servi de salle de réunion pour le préfet de région, les préfets de région qui sont succédés ici. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci, monsieur le préfet. Je vous présente ce soir Yanis Bibolé, 19 ans, en première année à l'école de droit de Clermont-Ferrand. Ce Rionmois de naissance a un talent inné pour l'éloquence. Mais pas seulement.
Il est aussi un brillant musicien, un guitariste dans l'âme, et son talent pour cet art-là est équivalent à celui de Stradivarius dans la confection de violons. Cet avocat dans l'âme va ce soir vous transporter, vous faire rêver, vous emmener dans les plus beaux lieux du monde. Ce soir, écoutez Yanis Bibolay. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Comment vas-tu ce soir? Bien, je suis étrangement calme, mais ce n'est que le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête, c'est une phrase magnifique et qui en dit long sur ta prestation qui va venir. Comment tu t'es senti la première fois que tu as lu ce sujet de finale? Bien, j'ai d'abord cru que c'était un piège, puisque j'ai cru que ça me semblait trop facile. Et finalement, j'avais bien décelé un piège, puisque ça s'est avéré bien plus compliqué. Mais j'ai su trouver des arguments pour m'armer pour cette plaidoirie. Bien, j'espère que tes armes sont affûtées. Comment tu te sens à quelques minutes de ta plaidoirie dans un lieu aussi immense que magnifique? Bien, c'est vrai que cette salle est impressionnante, mais j'espère qu'elle me donnera aussi de la force pour ma plaidoirie. Je vais t'en donner de la force. Quelques propos conclusifs. Bravo à toi, bon courage et affûte à nouveau tes armes. Sois prêt à les utiliser et fais-nous rêver. Bon courage à toi. Merci bien. Merci à toi. Face à ce compétiteur redoutable, une adversaire mais pas des moindres, Sarah Caffière. Férue de documentaires, son amour de l'apprentissage ne s'arrête pas là. Étudiante en L1 et originaire de Decize, cette jeune femme, à l'air angélique, saura non pas vous persuader, mais vous convaincre. Sportive depuis toujours, elle perçoit et entrevoit l'éloquence comme un réel sport de combat oratoire dans lequel argumentation et émotion sont les armes requises pour une bonne plaidoirie. Remémorez-vous alors le jeune étudiant que vous étiez en première année d'études. Elle est ce soir pour vous, cette jeune femme ambitieuse qui s'est lancée le défi de vous émouvoir, de vous époustoufler, de vous émerveiller. Cher public, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter, pour vous ce soir, Sarah Caffière. Bonsoir Sarah et bienvenue dans les locaux de la préfecture. Bonsoir, merci. Tout d'abord, félicitations pour ta qualification finale. Je voulais savoir, à quelques instants de plaider, comment tu as ressenti cette semaine de préparation, mais d'abord, comment as-tu ressenti le sujet? Alors, je me suis dit que ça allait être compliqué, mais avec un travail acharné, j'ai réussi à faire quelque chose de bien et ça va être grandiose ce soir. Donc tu penses que ta préparation s'est bien passée, tu es satisfaite du déroulé? Plutôt oui, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. D'accord. Et par rapport à ton passage là, comment tu le ressens? Alors je suis un peu stressée, mais j'espère en faire une force et que ça me permette de faire quelque chose de bien. Bon, super. Tout ce qu'il me reste à te souhaiter, c'est bonne chance et surtout pense à prendre du plaisir. Merci. Dans le cadre de l'affaire Naline contre Dans le camion, à la demande de Maître Bibolay, la parole est à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, chers consoeurs, pour vous placer dans le contexte de cette affaire, j'aimerais solliciter quelque peu votre imagination. Imaginez dès à présent que vous ne pouvez plus vous déplacer ni en bus, ni en taxi, mais surtout en voiture. Non pas du fait de leur absence, mais parce que vous éprouvez à leur égard une terrible angoisse. Effectivement, cela veut dire que vous ne pouvez plus aller chercher vos enfants à l'école, ni même partir au travail en voiture. Au-delà de tous les petits trajets du quotidien, cela veut dire qu'en cas d'urgence, vous êtes condamné à l'impuissance. J'en passe, évidemment, mais je pense que vous avez là l'idée. Votre vie devient un véritable cauchemar peuplé d'angoisses permanentes. Ressentez-vous cette peur qui vous rend dépendant de vos émotions? Eh bien, c'est la peur que ressent quotidiennement ma cliente, Madame Naline. Cette dernière n'a pourtant pas été d'une telle nature, n'a pas toujours été d'une telle nature angoissée. Effectivement, auparavant, c'était une jeune femme dynamique, souriante, entreprenante. Néanmoins, tout a basculé le jour où elle a fait la rencontre de Monsieur dans le camion. Laissez-moi dès lors vous expliquer pourquoi et comment. Lorsqu'elle le rencontre, Madame Naline va avoir un véritable coup de foudre pour ce dernier. Néanmoins, Monsieur dans le camion est un véritable entrepreneur, que ce soit dans les affaires ou avec les femmes qu'il convoite. Fort de son patrimoine, il n'hésite pas à s'autoriser tous les excès pour arriver à ses fins.
Malheureusement, ma cliente le découvrira à ses dépens. Un premier rendez-vous est très vite fixé et monsieur dans le camion passe chercher ma cliente à bord d'une luxueuse voiture de sport. Ils partent tous les deux et le trajet se déroule dans un premier temps tout à fait convenablement. Tout à fait convenablement jusqu'au moment où monsieur dans le camion décide, sans prévenir, de faire une démonstration des performances du véhicule à ma cliente. Il tente alors de l'impressionner et il faut croire que la manœuvre fera effet puisque ma cliente en tremble encore d'effroi. L'apparent gentleman a révélé sa vraie nature. Il s'est transformé en un véritable fou du volant. Atteignant les 210 km/h sur une route nationale, il prend tous les risques pour épater sa conquête. Sa conquête, que dis-je? Sa future victime. Dans sa folie, le pilote amateur ne voit pas le camion qui se dirige droit sur eux. Il parviendra in extremis à l'éviter, mais ma cliente est sous le choc. Effectivement, à ce moment précis, pour cette dernière, le temps s'est suspendu et elle a bien cru que sa dernière heure avait sonné. Depuis cet épisode traumatisant, ma cliente n'est plus que l'ombre d'elle-même. Effectivement, elle souffre désormais d'amaxophobie, une forme poussée d'amaxophobie qui se traduit par la peur panique d'être au volant et qui, dans son cas, va jusqu'à tout simplement monter dans tout type de véhicule. Vous avez pu, en réfléchissant un peu, constater à quel point cette phobie est handicapante. Eh bien, rendez-vous compte maintenant que c'est le quotidien de ma cliente. Cette dernière estime subir un préjudice d'angoisse du fait de monsieur dans le camion et entend bien obtenir réparation de la part de ce dernier. En droit, l'article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, l'article 1241 du Code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais également par son imprudence ou par sa négligence. Concernant maintenant le préjudice d'angoisse, ce dernier est principalement caractérisé en droit par son lien avec la mort imminente. Effectivement, plusieurs victimes d'accidents ont pu être indemnisées au titre de leur préjudice résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre mort. Parmi la jurisprudence, il apparaît ici pertinent d'évoquer l'arrêt du 23 octobre de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans cet arrêt, elle a validé un arrêt de la Cour d'appel qui, pour une victime d'un accident de la route, qui avait été transportée à l'hôpital des suites de ses blessures pour y être opérée, mais qui était malheureusement décédée quelques heures après, elle avait accordé une indemnité réparant la souffrance psychique résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre mort. Cet arrêt est fondateur, puisqu'il caractérise le préjudice d'angoisse de mort imminente. Une angoisse de mort imminente liée à la conscience qu'aurait eu la victime de sa mort et à la douleur née de l'effroi de la représentation de sa propre fin. Par ailleurs, la doctrine s'est exprimée sur le sujet, et j'aimerais à ce titre vous faire part des travaux de Johann Quistrebert, un docteur en droit qui a notamment travaillé sur le statut de la victime psychologique en droit de la responsabilité civile. Dans ses travaux, ce dernier soulève des incohérences dans le mécanisme du préjudice d'angoisse de mort imminente et prône la réparation des préjudices causés aux personnes qui ne sont pas décédées du fait de l'accident qui a causé leur angoisse. En étudiant en profondeur les ressorts psychologiques du mécanisme, ce dernier arrive à la conclusion que rien ne saurait a priori empêcher d'indemniser, au titre de l'angoisse de mort imminente, les souffrances résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre mort. Pour étayer ses propos, il s'appuie sur l'arrêt fondateur de 2012 précédemment évoqué et pointe du doigt le fait qu'il serait difficilement justifiable de refuser d'indemniser la victime de l'accident de la route si cette dernière venait, postérieurement aux soins prodigués, à survivre. Effectivement, dans tous les cas, la souffrance ressentie entre l'accident et l'anesthésie reste strictement identique, peu importe l'issue des soins. Il est enfin important de préciser que l'amaxophobie est un trouble anxieux qui découle généralement d'un traumatisme provoqué par un accident de la route.
Dans notre situation, il y a bien une faute, puisqu'au vu des règles du code de la route, rouler à 210 km/h sur une route limitée à 80 constitue un dépassement de 130 km/h de la vitesse autorisée, soit une infraction grave au code de la route. Tout comme par ailleurs, le comportement imprudent conduisant à éviter in extremis le camion, mettant en danger non seulement les passagers du véhicule, mais également les autres usagers de la route. Il y a également un dommage, puisque ma cliente souffre désormais d'amaxophobie. Et il y a bien un lien de causalité entre la faute et le dommage, puisqu'il est établi que l'amaxophobie découle de l'accident de la route. Si on reprend les éléments de l'article 1240, le fait de monsieur dans le camion, c'est-à-dire la mise en danger de madame Naline, qui a causé à autrui un dommage, ici le développement de l'amaxophobie de ma cliente, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, en l'occurrence le conducteur du véhicule et donc monsieur dans le camion, à le réparer. Ma consoeur, maître Caffière, va très certainement arguer du fait qu'au vu de la jurisprudence, aucun accident au sens matériel du terme n'ayant eu lieu, le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut exister. Mais doit-on vraiment comprendre qu'on ne peut pas caractériser le préjudice de ma cliente parce que cette dernière n'est pas décédée? Aurait-il fallu que ma cliente meure pour que cette dernière soit indemnisée? Est-on vraiment en train de lui reprocher de vivre? Par ailleurs, vivre dans son cas est un bien grand mot. Paralysée par son angoisse, elle est aujourd'hui au point mort dans la plupart de ses activités. Alors certes, ma cliente n'est pas morte, mais cela ne l'a pas empêchée d'éprouver une souffrance psychologique résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre mort. Concrètement, ma cliente a vu sa vie défiler devant ses yeux et a pu regarder la mort droit dans les siens. Si le choc avec le camion avait eu lieu et qu'elle en était ressortie tétraplégique, l'indemnisation n'aurait donné lieu à aucun débat. Ici, le choc a pu être évité, mais pas le traumatisme résultant de l'événement, ni par ailleurs le handicap profond dont souffre ma cliente. S'agit-il alors d'un non-événement? Refuser de caractériser le préjudice de ma cliente, c'est fermer les yeux sur un problème qui pourrait toucher des centaines d'autres victimes qui ne meurent pas, mais qui souffrent, et qui souffrent parfois 100 fois plus que celles qui bénéficient du repos éternel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, je vous demande ici de rendre la justice dans le sens le plus noble du terme. Le philosophe Martin Heidegger estimait dans son livre de l'essence de la vérité que l'angoisse est la disposition fondamentale qui nous place face au néant. Aujourd'hui, du fait de monsieur dans le camion, ma cliente fait pleinement face à ce néant. Par conséquent, elle a besoin de réponses et de reconnaissance pour espérer avancer de nouveau. Ma cliente demande donc la réparation de son préjudice d'angoisse sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil. À la défense de monsieur dans le camion, maître Caffière, vous avez la parole. Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve, disait Euclide. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, laissez-moi vous rappeler objectivement les faits. En l'espèce, à la suite d'un coup de foudre, mon client, monsieur Don Camion et madame Naline, pour faire plus ample connaissance, sont partis faire une balade dans une Lamborghini Venebo Roadster où mon client fit un éventuel excès de vitesse. Et quelque temps plus tard, soit après les faits mais avant la procédure, madame Naline se dit souffrant d'amaxophobie, réclamant ainsi la réparation de son préjudice d'angoisse. Je me tiens donc aujourd'hui devant vous pour défendre les intérêts de mon client, dont l'honneur a été bafoué, où sa réputation a été salie, sur des allégations infondées par celles qui le considéraient comme le futur homme de sa vie. L'article 1240 du Code civil dispose, je cite, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité civile délictuelle
requiert donc la réunion de 3 conditions cumulatives. Le fait dommageable, le préjudice et le lien de causalité. Et qu'en l'absence de l'une d'entre elles, la demande ne peut aboutir. Or ici, il ne s'agit pas d'un élément, mais des 3. Je m'explique. Premièrement, je me suis questionnée sur la prétendue vitesse à laquelle mon client aurait pu être. Vous savez, dans une voiture sportive, nous avons cette sensation d'aller toujours plus vite, même quand cette dernière est à la même vitesse qu'une voiture du quotidien, si vous me permettez l'expression. Pourquoi? Eh bien, cette sensation est due à la hauteur de la voiture, où plus elle est basse, et donc plus elle se rapproche du sol, du centre de gravité, et plus nous avons cette impression d'aller vite. Je vois néanmoins arriver d'ores et déjà mon confrère en s'attardant sur le sens du cri émis par sa cliente à ce moment-là, qui aurait pu éventuellement l'avertir sur sa peur de la vitesse. Mais ce dernier ne traduit-il pas tout simplement le plaisir de l'adrénaline provoquée par la vélocité? Par ailleurs, adrénaline ou pas, un cri ne veut pas dire stop. En effet, il dépend de l'interprétation découlant elle-même de l'atmosphère et de la situation dans lesquelles les personnes concernées étaient à ce moment-là. Je vous rappelle donc qu'à cet instant, mon client et Madame Naline étaient dans une atmosphère agréable, où le jeu de séduction était réciproque, où la discussion se faisait naturellement, où le charme de chacun les hypnotisait. Ainsi, l'interprétation sur le cri de Madame Naline, de mon client, n'a pu être qu'induite en erreur. Mais nul n'est infaillible, et l'erreur est humaine. Et comme le disait Sénèque, cette dernière n'est pas un crime. Ainsi, la perception de la vitesse, selon Madame Naline, ne peut être fait dommageable, puisque cette sensation provoquée par la voiture sportive n'a pu qu'altérer son appréciation sur la vélocité de cette Lamborghini. Ainsi, celle donnée n'est donc que le fruit de son imagination. Deuxièmement, et comme l'aurait fait toute personne raisonnable, je me suis questionnée sur l'emplacement du compteur dans une Lamborghini Venevor Roadster. Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que dans une Lamborghini Venevor Roadster, le compteur est protégé par ce qu'on appelle une casquette. Cette dernière recouvrant aussi bien les côtés que le dessus, comme vous pouvez le constater sur la photo, et à laquelle s'ajoute la palette de vitesse, à laquelle est juste apposé le volant, ce qui, comme vous pouvez également le constater, obstrue complètement la vision qu'aurait pu avoir Madame Naline sur le compteur. Et gardez à l'esprit que cette vision est à l'arrêt. Maintenant, il s'agit de rajouter à ce préambule léger, cette force gravitationnelle qui nous propulse en arrière en nous gardant collés à ce dernier. Et auquel se rajoute le comportement de retrait que nous procure la peur. Par conséquent, il était donc impossible de s'avancer ou de se pencher pour donner une quelconque vitesse à laquelle M. Doncamion aurait pu être. De plus, et ici je fais appel à votre bon sens, si mon client était à plus de 210 km/h, il n'aurait pu, comme il s'est passé, se rabattre et freiner, car à plus de 210 km/h, la vitesse l'aurait complètement dépossédé de la maîtrise de son véhicule. Or, tel n'ayant pas été le cas. Ainsi, par quel moyen avez-vous pu indiquer cette vitesse? A-t-il été flashé? La perception étant biaisée, il nous est donc alors impossible de déterminer la réelle vitesse, puisque cette dernière repose uniquement sur les perceptions subjectives de Madame Naline et par conséquent peut être erronée. La qualité d'effet dommageable n'étant pas incontestable, l'argument avancé est donc pour l'instant vain. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir, maître Bibolet,
qu'il appartient au demandeur d'avancer la preuve de ce qu'il énonce, comme le dit par ailleurs l'article 6 du Code de procédure civile. Je cite, « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » Le préjudice d'angoisse subi par votre cliente a-t-il été établi? Où sont les frais médicaux? Où sont les expertises mandatées par le tribunal? Ou bien celles personnelles? Il n'en est rien. Par ailleurs, en février 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a pu juger qu'il était recevable les expertises personnelles. Or, le préjudice d'angoisse nécessite aussi la caractérisation de la mort imminente. Et en l'absence de définition légale, je vous demande, maître Bibolet, de me la définir. De ces faits, et ne connaissant pas les intentions du chauffard du poids lourd, la collusion n'est donc pas envisageable. Et comme il fut évoqué par maître Bibolet, le préjudice d'angoisse est caractérisé par la jurisprudence dans de nombreux cas, mais similaires et non identiques. Et heureusement que les précédents judiciaires ne valent pas pour l'avenir et que le cas par cas est encore d'actualité. Shakespeare disait « Tout ce qui est ressemblable n'est pas identique ». En outre, supposons qu'il y eut véritablement fait dommageable et préjudice. Qu'est-ce qui nous prouve que le traumatisme n'est pas postérieur, antérieur ou postérieur au fait? Et où est notre lien de causalité? D'ailleurs, dans un arrêt rendu le 24 février 2005, la Cour de cassation a réaffirmé que le préjudice n'est pas réparable lorsqu'il n'existe pas de lien entre l'accident et le préjudice allégué. Ainsi, en l'absence notable des conditions à votre demande, soit l'article 1240 du Code civil, cette dernière ne peut être retenue, puisque stérile et invalide. Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 9 du Code de procédure civile, disposant « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », or, tel n'est pas votre cas, puisqu'aucune preuve n'a été donnée, et de ce fait, cette insuffisance ne peut donner droit à ce que vous invoquez. Enfin, n'est-ce pas tout simplement une procédure dilatoire, maître Bibolet? En effet, votre cliente, connue pour sa vive intelligence, n'aurait-elle pas eu vent, par sa mère, occupant par ailleurs un excellent poste au sein de l'entreprise de mon client, de sa fortune? Hormis le supposé préjudice, y aurait-il pas un intérêt autre, un intérêt pécuniaire, au vu des moyens que dispose M. Doncalmion? Supposons un instant que mon client fût une personne aux revenus modestes. Madame Naline aurait-elle agi de la même manière? Supposition, certes, mais l'appréciation vous revient, cher auditoire. Cependant, nous ne nions pas toute existence d'amoxophobie. Et l'empathie que nous avons envers votre cliente nous pousse à vous proposer, puisqu'il est encore temps, de consulter et d'entamer une éventuelle thérapie. Ainsi, bien que mon client aurait pu, au vu des éléments évoqués ci-dessus, demander réparation du préjudice moral subi par la diffamation faite par Madame Naline, nous souhaitons néanmoins cesser toute procédure judiciaire, mon client étant une personne brillante et pleine d'ambition, pour éviter que cette dernière entache davantage sa réputation. Nous demandons donc le rejet des dommages et intérêts requis pour la réparation du prétendu préjudice causé par mon client, puisque ce dernier repose uniquement sur les dires de Madame Naline, avec des arguments immotivés et sans preuve de maître Bibolet. Retenez dans le cadre de la procédure, comme le disait Samuel Ferdinand Lope, « Recourir au mensonge pour assurer sa défense, c'est faire preuve de faiblesse. » Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, je vous remercie. Merci Sarah, merci Yanis pour cette belle démonstration de droit civil. Chers téléspectateurs, je m'adresse à vous, il est temps de voter. Vous trouverez le lien pour voter dans notre description sous le live.
Et pour vous divertir durant cette phase de vote, nous vous proposons un court entracte. Merci à l'association Lysias pour cette invitation à donner une définition de l'éloquence. Sujet classique s'il en est, tant l'éloquence peut résonner aujourd'hui comme un art du passé, notamment à l'heure des réseaux sociaux et des tweets de 280 caractères maximum. Et pourtant, c'est justement à l'heure des vérités assénées péremptoirement, à l'heure de la montée des populismes de tous bords, que l'éloquence, dans sa définition même, doit à juste titre être remise à l'honneur. Et Lysias le fait. Art de la délibération, art du contradictoire, art du bel éloge ou art de la critique qui porte, l'éloquence aurait toutes les raisons de revenir en force dans notre société, du flash et du sans filtre. Pas la prétention d'être un orateur éloquent, mais les qualités intrinsèques de l'éloquence sont au cœur de mon engagement politique. Argumentation et volonté d'emporter la conviction, en faisant appel à la raison plutôt qu'aux passions. Prise en compte de la complexité des questions à rebours des affirmations simplistes ou péremptoires. Prise en compte des opinions adverses et volonté de dialogue à rebours des postures unilatérales et des logiques communautaires. Au fond, pour avoir une bonne éloquence, il faut d'abord avoir de grandes convictions et un désir profond de persuasion. Bonne continuation à Lysias et bravo pour votre attachement à la belle langue, à l'argumentation et à la raison. Ce sont des valeurs et des combats que nous partageons avec vous. Beaucoup disent de l'éloquence que c'est un art. Cette affirmation est juste à plusieurs égards. L'éloquence est un art car c'est la chose de l'artisan. La parole est façonnée sous ses coups. L'éloquence préserve ses techniques anciennes et modernes. Elle sait remplir des silences choisis. Elle sait bâtir des improvisations tenues. L'éloquence est aussi un art car c'est la chose de l'artiste. L'expression est sa passion, révèle sa sensibilité ou son esthétique. L'éloquence cherche le mot juste, elle se nourrit du bon geste, elle scrute l'horizon des auditoires. L'éloquence est enfin un art, car elle est la chose de l'artificier. La munition est son plus fidèle allié. Elle dessine sa propre pyrotechnie, tantôt sobre, tantôt bruyante, tantôt spectaculaire. Pour l'éloquence, l'artifice est donc comme un faussaire des attentions. Mais le drame de l'orateur est que l'on ne naît pas éloquent. On n'est d'ailleurs pas éloquent à tout instant. Le moment peut être fugace, il apparaît, puis se dérobe, souvent insaisissable. Il arrive même que l'on soit éloquent sans le savoir, malgré soi. Chacun peut donc être éloquent à sa manière, s'il se fait entendre. En fait, l'éloquence surgit seulement lorsqu'elle rencontre son public interloqué. La parole est saisie, l'idée frappe l'esprit, et la mémoire en conserve le souvenir. Voilà pourquoi l'éloquence est l'atout ultime du pédagogue. Un bon enseignant peut ne pas être éloquent, mais si l'éloquence s'en mêle, alors l'enseignement devient un art. J'espère qu'ils vous ont conquis et que tous, vous avez pu voter. À présent, nous retrouvons les finalistes de deuxième année avec Yasmine et Anaïs. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette finale pour le moins inédite de Lysias pour l'édition 2021. Nous sommes en direct des locaux du Conseil régional qui nous ont été généreusement prêtés à cet effet et nous allons assister au cas pratique de droit pénal DL2. Je vous propose donc sans plus attendre de découvrir Camille. Jeune étudiante en L2, c'est un brin d'écrivaine et une férue d'écriture. Ainsi, sa plume traduira-t-elle sans artifice les qualités ici dépeintes. Je vous propose donc sans plus attendre de découvrir le monde du luxe et surtout ses dessous. Pour lui faire face, nous avons Loris, qui est également étudiant de L2 et qui est très investi dans le milieu associatif. Loris s'intéresse également aux droits de l'homme et il a déjà remporté le concours Lysias 2 fois. Jamais 203, il va tenter aujourd'hui de le remporter une 3e fois. Camille, à quelques minutes de ton passage, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens? Ça va, je me sens bien, plutôt détendue. Je commence à appréhender un petit peu, mais rien de grave. D'accord, très bien. Et le cas pratique, comment ça a été? Je l'ai trouvé très intéressant. Il m'a permis de travailler certaines notions juridiques de droit pénal. Et puis, j'ai surtout pensé à m'amuser en le faisant. Eh bien, super. Je te remercie. Alors, Loris, on est à quelques minutes de ta plaidoirie. Est-ce que tu veux nous dire comment tu te sens? Écoute, plutôt serein, ça va. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la préparation du cas pratique? Comment tu l'as ressenti? C'était
une bonne préparation quand même, où il y avait beaucoup de choses quand même à regarder, et c'était quand même un cas très intéressant, j'ai trouvé. Ok. Dans l'affaire ministère public contre Joly, Madame la procureure, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, Maître Lexic. Quand Monsieur le Commissaire m'a appelé, il m'a filé une peur bleue. J'ai bien cru avoir affaire à un meurtre doublé d'une tournante dans les rues de Paris. Mais, ouf, rien de tout cela. Monsieur le Commissaire m'a fait revenir sur terre, un coup de revolver. Plus de peur que de mal, une jambe blessée et pas la moindre trace de viol. Ah, quel soulagement si vous saviez. Il ne s'agissait pas d'une histoire tragiquement théâtrale, grave et atroce, telle que Maître Lexic va certainement nous conter, car, oui, il risque de partir dans de grandiloquents délires. Je tiens à vous avertir, ne buvez pas cet élixir. Toutefois, je fus rapidement ennuyée, car c'était encore un procès inepte à mener. Oh, je préfère ça, bien sûr, à la barbarie d'un drame sanguinaire et trivial. Mais tout de même, la vie de procureur n'est pas très amusante. Enfin, je me suis donc mise au travail et me suis lancée dans la rédaction de ma plaidoirie. Mais ce ne fut pas tâche aisée. Et d'ailleurs, j'avais réfléchi des heures et des heures, j'avais exploré les 1001 lieux des idées les plus étoilées, mais n'avais toujours rien écrit quand je résolus d'en finir. Je devais me concentrer. La muse des procureurs me vint en aide et me souffla 3 mots. Elle me dit « Vise un objectif » et là, Eureka! Ma plume emportée par un déluge d'inspiration diluvienne a bu l'océan de mon encrier pour en inonder mes papiers, achevant ainsi ma plaidoirie. 3 mots. Viser un objectif. Quand on veut atteindre un objectif, il faut le viser. Et pour viser, il vaut mieux avoir les yeux ouverts, n'est-ce pas? Au moins un œil en tout cas. Si on ne vise pas une cible précise, si on tire au hasard, le tir s'égare. Et ses conséquences nous échappent. Il semblerait, Maître Lexic, que votre cliente, Émilie Joly, n'ait pas tenu compte de cette loi physique élémentaire. Elle a fermé les 2 yeux, puis elle a tiré, et qu'est-il arrivé? La balle s'est fichée dans la jambe de son agresseur. Et oui, même avenue Montaigne, on peut tomber sur des escadrons de créatures hilares encombrant la voie publique de relents et d'effluves en pestant l'alcool et les intentions suspectes. Et non, je ne cherche pas à nier que les individus qui ont effrayé Madame Émilie Joly formaient un bataillon d'agresseurs. Oh, certes, nous ne sommes pas certains à 100% que leurs intentions étaient de commettre la saga infractionnelle, vol, viol, meurtre, torture, barbarie, prélèvement d'organes et drogue. Mais enfin, a priori, ils n'étaient pas là pour la draguer gentiment, à moins que la dernière mode soit de draguer en meute. Alors, disons 90 à 95% de chances qu'on aurait eu au moins ou un vol, ou un viol, ou un meurtre, ou autre chose. J'admets donc, et soutiens même que Madame Joly, notamment du fait de son physique, disons, avantageux et attrape-l'œil, et de son accoutrement respirant l'aisance financière, ait pu légitimement et raisonnablement craindre une agression de ces crasseux individus, agression qui d'ailleurs était déjà née et promettait de dégénérer. Maître Lexic vous parlera en effet certainement de harcèlement sexuel. Oh, je lui laisse ça, je n'ai pas le temps de m'y attarder. Et je l'approuve sur ce point. Il parlera aussi, je l'espère, de l'infraction d'état d'ivresse sur la voie publique. Et je l'approuve, qu'il n'ait crainte. Je compte bien mener des poursuites à l'encontre des cloportes qui ont importuné sa cliente. Je n'ai absolument pas l'intention de faire de Madame Joly le bouc, ou plutôt la brebis émissaire de cette affaire, et de la charger des infractions commises par les malotrus qui l'ont agressée pour la sacrifier sur l'autel du tribunal. Non, non, non. Ce que je reproche à votre cliente, Maître Lexic, c'est sa négligence, c'est son imprudence. Que Madame Joly ait été agressée, ou même se soit légitimement sentie agressée, c'est une chose que je ne conteste nullement. Ce que je conteste, c'est le fait que sa réaction puisse être assimilée à de la légitime défense. Cette cause d'irresponsabilité, par sa volontaire cécité, Madame Joly l'a éliminée en prenant un risque injustifié. Ne me dites pas, Maître Lexic, que vous avez échafaudé votre plaidoirie sur la légitime défense. J'espère pour vous que, si c'est le cas, votre éloquence ne prendra pas la fuite et suffira à compenser le néant juridique que mâchouilleront vos bredouillements inconsistants et fallacieux. Dois-je vous rappeler la jurisprudence cousinée du 16 février 1967 ? Notez la référence quelque part, s'il vous plaît, et tâchez de ne plus l'oublier. À chaque fois, c'est le même coup avec la défense. Pardonnez-moi, je m'en prends à vous, Maître Lexic, mais c'est valable pour tous vos confrères. Ne le prenez pas personnellement. L'arrêt cousiné précise que la légitime défense doit, pour trouver à s'appliquer, être volontaire et ne peut pas être caractérisée
en cas de violence involontaire. Nous avons en l'espèce bien affaire à une violence qui a entraîné une blessure par balle avec une incapacité totale de travail qui durera, a priori, plus de 3 mois. La question qui se pose donc est de savoir si la violence commise par Madame Joly était volontaire ou involontaire. Voilà le raisonnement qui va nous permettre de répondre. Si Madame Joly avait eu l'intention de tuer ses agresseurs ou de les blesser, elle aurait visé un objectif précis. Si elle avait visé, on aurait pu en déduire que son acte était volontaire et motivé par le but de faire cesser la menace de façon relativement mesurée. En effet, en l'espèce, le recours à la violence pour causer une blessure non létale aurait éventuellement pu être considéré comme justifié. On aurait pu, au besoin, raisonner sur le terrain de la putativité, et la légitime défense aurait pu s'appliquer. Mais non, Madame Joly a fermé les yeux et n'a rien visé du tout. Il est donc tout à fait impossible d'affirmer avec certitude qu'elle ait cherché à tuer ou à blesser ses agresseurs. Non, il semblerait plutôt qu'elle ait juste paniqué. Elle a tiré pour leur faire peur, laissant la balle partir au hasard au gré du vent et de l'aléa. Elle a tiré comme on lance un dé. Mais on ne peut affirmer qu'elle ait cherché, qu'elle ait voulu commettre des violences. D'ailleurs, un détail étaye cette idée. C'est que Madame Joly a été surprise face au résultat de son acte. Cependant, si Madame Joly n'a pas voulu commettre des violences, elle a pourtant pris un risque gravissime, celui d'enlever la vie à son agresseur. Or, cela aurait été une atteinte disproportionnée à la menace, vu que la minable meute de petites racailles, qui n'a de force que celle nécessaire pour s'en prendre à une jeune femme apparemment seule et désarmée, telle qu'Émilie Joly, et telle que je suis moi-même, a lamentablement, tel un chien errant, baissé les oreilles et cessé d'aboyer, dès après l'unique coup de feu qui a suffi à interrompre durablement la piteuse agression en faisant grotesquement choir le chef clébard de cette bande de voyous. Ainsi, le risque pris par Madame Joly d'oxyre d'une balle un de ces petits voyous à 2 balles était démesuré et constituait une faute caractérisée de sa part. La défense va certainement arguer que Madame Joly était sous le coup de l'émotion, de la peur. Et j'en conviens. La défense dira que ce risque n'a pas été pris volontairement. C'est ce que vous direz, maître Lexic, n'est-ce pas? Et il ne répond pas. J'espère que non pour lui, parce que c'est un raisonnement très peu acceptable. C'est un peu facile tout de même de tirer au hasard les yeux fermés et de venir ensuite pleurer au tribunal. Mais je ne voulais pas cela. Non, je n'ai jamais voulu faire cela. Pauvre de moi! Heureusement que la victime du tir n'est pas décédée. Ce serait nettement plus difficile de chouiner. Une arme à feu n'est pas synonyme de joujou, mais de responsabilité. Quand on détient une arme et qu'on décide en toute conscience de s'en servir pour faire face à une menace, fût-elle grave, on ne peut se prévaloir de l'adrénaline pour justifier une partie de roulette russe. Il faut savoir se contrôler un minimum, il y a des limites. Regardez, par exemple, maître Lexic, il se contrôle fort bien, il ne laisse rien transparaître de ses émotions personnelles. Et pourtant, je parie qu'il rêverait de me couper la parole, ou peut-être la langue, au motif que je vais lui faire perdre un nouveau procès. Madame Joly n'était pas en droit de fermer les yeux, de livrer son tir au vague indéfini de l'indéterminable incertain, conjectural et fluctuant, au risque de mettre à mort son agresseur, alors que cela n'était pas, du moins, pas encore nécessaire. Non, la légitime défense ne se confond pas avec un acte de panique hystérique confus et affolé. La légitime défense requiert un acte volontaire, un acte nécessaire, un acte positif, un acte mesuré. L'absence de volonté et de mesure exclut d'office la légitime défense. Pour résumer, l'intention de Madame Joly dans l'infraction de violence n'est pas prouvée. La violence doit donc être considérée comme involontaire et caractérisée sur le fondement de l'article 222-19 du Code pénal, et la légitime défense sera inapplicable en vertu de la jurisprudence cousinée. La peine prévue est de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. De plus, il me faut préciser un dernier point. Il se trouve que l'article 222-19 alinéa 2 du Code pénal prévoit que les peines encourues dans le cadre de la commission de violences involontaires sont portées à 3 ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation légale. Or, je dois rappeler que le port d'armes
est soumis à une législation stricte. L'article 222-52 du Code pénal interdit le fait de détenir des armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B sans l'autorisation prévue. Autorisation dont Madame Joly semble démunie. Notez que les peines prévues sont de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Cela dit, bien que je me fonde sur les articles 222-19 alinéa 2 et 222-52 du Code pénal, je ne vais pas m'amuser à jouer les ministères publics sadiques. Non. Je vais me contenter de demander un rappel à la loi, une amende somme toute symbolique au vu de la fortune personnelle de Madame Joly de 1 000 €, ainsi qu'une peine de 3 mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire total qui consistera en l'obligation de se soumettre à un suivi médico-psychologique pour une durée d'1 an minimum, afin d'aider Madame Joly à faire face au traumatisme qu'elle a vécu. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, on a tout de même affaire à une femme qui s'est vue violée, massacrée, ruinée et qui a paniqué. Le ministère public n'a pas envie d'encombrer les prisons de ce type de personnes et tient seulement à ce que Madame Joly prenne conscience de ce qu'elle a risqué, la mort d'un homme. Sanctionnez donc avec modération, avec pédagogie, mais sanctionnez. Et justice sera faite. Je vous remercie. À la défense de Madame Joly, Maître Lesgic, la parole est à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, chers membres du public, chère Madame le procureur. Passé finalement les déboires personnels de Madame le procureur, de certaines allégations sur des faits comme une détention illégale, des ITT supérieurs à 3 mois sans aucune preuve ou justification, nous allons pouvoir finalement commencer ce procès, non pas pour juger sur une amende de 1 000 € par rapport à une fortune personnelle, mais bel et bien pour une personne, pour des faits, pour des actes. En effet, Madame Joly est une personne finalement plutôt aisée somme toute, mais c'est une personne surtout qui a trouvé le bonheur. Certains considèrent qu'on peut trouver le bonheur dans les amis, la famille, le travail, ou même dans l'argent. Ainsi, nous ne prendrons pas cette fois une part très subjective pour définir ce qu'est le bonheur, mais plutôt accueillir comme il se doit le fait qu'elle l'ait trouvé. En effet, Madame Joly trouve son bonheur dans le fait de faire les boutiques, le fait de se balader à Paris, de manière très innocente. Et ce jour-là, elle a pris beaucoup de plaisir. Elle avait pris alors l'essentiel, le strass, les paillettes, l'élégance, coiffée magnifiquement bien, un maquillage sublime, des vêtements qui lui sied à ravir. Elle étincelait dans les rues de Paris. Néanmoins, lorsque l'on étincelle, on se fait remarquer. Et Madame Joly eut terminé finalement sa journée. Nous ne parlerons pas dans ce qui va arriver par la suite de légitime défense. Loin de là. Nous ne cherchons pas ici d'excuses juridiques, mais plutôt une véritable intention, une véritable justification. Madame Joly rentra alors de sa journée de shopping. Il commençait à faire nuit. Le ciel se refermait et elle marchait dans la rue. On entendait alors, loin finalement des lumières de Paris, loin de finalement son intense et extravagante éclat habituel, simplement le bruit des talons de Madame Joly. Et elle marchait, se dirigeait tout simplement vers sa voiture, après une journée de bonheur, pour rentrer chez elle. Mais là, quelle ne fit pas finalement sa surprise de voir un groupe d'individus qui lui semblaient éméchés. Elle ne sait pas sous quelle substance, mais en tout cas, ils ne semblaient pas être dans un état de discernement. Alors, elle ne voulut pas prendre de risques. Elle se dépêcha. On entendit alors ses talons de plus en plus forts. Son cœur se serra contre sa poitrine. Et cette femme, qui pourrait paraître vénale, après un certain discours, ne l'était pas. Elle était prête à sacrifier ses magnifiques tenues, acquises dans la journée même, afin de rentrer vite. Surtout lorsqu'elle vit que ces individus se rapprochaient de plus en plus rapidement de sa voiture. Alors, elle rentra rapidement et ferma l'habitacle, à clé. Ça y est, le drame est terminé? Non. Nous ne parlerons pas d'agresseurs, mais d'individus hostiles.
Ils se rapprochèrent alors de son véhicule. Elle avait fermé. Ils commencèrent alors à l'appeler. Et, gentiment, elle ouvrit, avec peur certes, mais elle ouvrit ce carreau. À peine, pour leur dire simplement qu'elle n'était pas intéressée et qu'elle souhaitait partir. Et là, est-ce que vous connaissez cette sensation qui se déroule en vous, cette adrénaline qui monte, votre corps qui se paralyse petit à petit. Vous sentez monter cette émotion qui brûle en vous, mais vous êtes incapable de bouger. La vitre, toujours ouverte, 1 centimètre la sépare de cette personne. Et elle va frapper, frapper, et frapper à nouveau cette vitre. Était-elle en sécurité? Je ne pense pas. Avait-elle le temps alors de saisir à nouveau ses clés, en tremblant, mettre le contact de sa voiture, reculer, retirer le frein à main et sortir de cette place? On sait comme il est simple de se garer à Paris et bien sûr de sortir de ces différentes places. Ça aurait été fait en 2 temps, 3 mouvements. Cependant, ça n'était pas le cas. Elle était paralysée, ne savait pas quoi faire. Elle voyait le drame se produire. Et la seule chose qu'elle a pu faire, c'est penser à cette arme dans cette boîte à gants. Elle la saisit alors et tira. Oui, elle ferma les yeux. Elle les ferma parce qu'elle avait peur. Elle n'était pas maîtresse d'elle-même. Elle ne faisait pas ça pour se défendre, mais se protéger. Et la nuance est somme toute très importante. En effet, elle ferma les yeux, le blessa. Aujourd'hui, nous n'en savons rien de son état s'il s'agit alors d'ITT supérieur à 3 mois, supérieur surtout à 8 jours, ce qui nous intéresserait, ou inférieur. Et pourtant, elle le blessa. Il n'y a pas eu mort d'homme. Cependant, j'aimerais rappeler tout de même une chose. Les chiffres alors du ministère de l'Intérieur quant aux violences faites aux femmes dans la rue. On parle alors tout de même de 74 000 femmes qui ont des tentatives de viol ou des viols effectifs par année en France. Ce sont les chiffres de 2019 par un ministère. Et ces violences, elles sont quotidiennes. On les voit partout. Je pense, je n'espère pas, mais je pense que certaines personnes se sont reconnues dans cette définition de l'angoisse, d'être paralysée par la peur, de ne pas savoir ce qu'il va arriver. Madame Joly ne s'est pas défendue, elle s'est protégée de ce qu'il aurait pu arriver. Certes, il n'y a pas eu mort d'homme au final, et nous n'allons pas prédire l'avenir pour savoir ce qu'il s'est passé. Néanmoins, au vu de tous les risques que certaines personnes peuvent prendre tous les jours, Madame Joly va vivre pour le restant de ses jours en marchant dans la rue et en ayant peur de ce qu'il pourrait lui arriver. Elle n'entraînera plus le bruit des talons, mais simplement les regards qui viendront se poser sur elle. Madame Joly a déjà été condamnée et le sera pour le restant de ses jours. Et elle n'est pas seule. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de parler d'une agression, car l'article 222-2 du Code pénal, qui dispose alors que n'est pas responsable pénalement une personne qui va alors être prise par une force, qui va être pris par la situation et les circonstances sans pouvoir en réchapper. Alors, qu'aurait dû faire Madame Joly, elle qui était incapable de tout, elle qui n'avait aucune issue de secours? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, je pense que, comme vous l'avez énoncé plus tôt, Madame Joly a et sera toujours condamnée pour ce qu'il s'est passé. Non pas pour une violence faite à autrui, mais par rapport aux violences qu'elle va subir par la suite et que de nombreuses autres femmes, mais aussi d'hommes, peuvent vivre. Aujourd'hui, elle a essayé de se protéger. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle a fermé les yeux. Elle a eu peur d'elle-même. Il n'y avait aucune intention de nuire, mais simplement de se protéger. Aussi, je ne pense pas qu'elle puisse être condamnée alors pour des violences volontaires, ni même involontaires, même avec fait d'armes. Cette arme, si on pouvait alors prouver qu'elle était acquise et détenue illégalement, peut-être pourrions-nous avoir d'autres éléments. Néanmoins, nous ne les avons pas. Et Madame Joly a simplement tenté de se protéger. C'est ainsi, et pour cela, que je demande la simple relaxe de Madame Joly. Monsieur le Président, condamner aujourd'hui Madame Joly, c'est demain condamner toutes les femmes. Je vous remercie. Loris, Camille, merci beaucoup pour ces plaidoiries.
Désormais, les votes sont ouverts. Et vous retrouverez ci-dessous le deuxième là. Et pour vous divertir durant cette phase de vote, nous vous proposons un court entracte. Attention, ce film n'est pas un film sur l'éloquence. Merci de votre compréhension. Quelque part, entre le palais de justice et l'école de droit de Clermont-Ferrand, le bureau de Georges Abitbol. V12 appelle le professeur Georges Abitbol. V12 appelle le professeur Georges Abitbol. Quelqu'un veut te voir. Qui? Un dénommé José. Ok, fais-le entrer, V12. Ah! Enfin voilà le roi de l'éloquence! L'homme qui sait trop bien parler, Abitbol! Alors comme ça, tu as été élu l'homme le plus éloquent du monde. Laisse-moi rire! Style le grand baratineur des amphis, genre qui fait rêver son auditoire. Mais moi, mon auditoire, je l'éblouis, je l'épate. C'est pas vrai, hein? Écoute-moi bien, mon petit José. Tu éblouis ton auditoire, bien. Tu as le cul qui brille. Mais ce n'est pas ça que l'on appelle l'éloquence. Et je te dis ça en ma qualité d'être le plus éloquent du monde. Hé, je t'arrête tout de suite. Être éloquent, c'est d'être expressif dans sa manière de parler. Rien de tel que des effets de manche à la Zedine Alia ou alors des jeux de mots à la Yoji Yamamoto. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre l'esbrouf et l'éloquence. Tu es fou. Tu dépenses toute ton énergie dans les gestes, les mimiques et autres artifices, mais tu es ridicule. Tu préfères la forme au fond et à l'art de convaincre en persuadant. Enfin, si ça te plaît. C'est toi qui fais le pitre, mais si tu veux mon opinion, ça fait un peu has-been. La vache! Moi j'ai l'air has-been? J'en ai pour plus d'une plaque d'effet sur moi. Alors, va te faire voir. Tu n'es vraiment pas très sympa, mais le train de tes injures roule sur les rails de mon indifférence. Je préfère te voir partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd. Mais si tu veux un conseil, pour avoir de l'éloquence et de la classe, va donc chez Lysias. Bien, considère qu'on n'est plus amis à Abitbol. Monde de merde. Bonjour. Ah, je sais, vous êtes déçus. Vous attendiez Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et vous avez un conseiller régional de base. Un simple soutier. L'éloquence, c'est l'art de faire en sorte qu'il se passe quelque chose à partir de presque rien. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, soyez naturel. Soyez vous-même, soyez authentique, fuyez tous les coachs et tous ceux qui veulent vous mettre la tête pleine de concepts et de conseils qui font qu'au final, vous serez tétanisé, paralysé le jour J et vous perdrez votre spontanéité et votre fraîcheur. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est la conviction. Si vous êtes convaincu, si vous avez une cause à défendre, un projet à porter, si vous avez l'intuition que vous devez vraiment changer quelque chose, ou l'envie de faire passer un message, le besoin de partager quelque chose qui vous fait vibrer, alors la conviction sera votre meilleur coach. Enfin, ne perdez pas votre temps à essayer de gommer vos défauts. Valorisez plutôt vos atouts, vous verrez, cela sera bien plus profitable. Je vous remercie de m'avoir écouté et bonne chance à tous. Le temps de vote étant maintenant terminé, il est temps de retrouver Yves et Léa à la mairie de Clermont-Ferrand. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes ici depuis la mairie de Clermont-Ferrand. Nous allons retrouver nos finalistes de L3 pour la luxuriante salle du conseil municipal qui nous a chaleureusement été mise à disposition par la mairie. Mairie au passage que nous remercions et nous remercions particulièrement Monsieur le maire Olivier Pic. A tout de suite dans la salle du conseil. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous laisser ravir et embarquer dans ce voyage qui, je vous promets, vous laissera sans voix. Aux manettes, le capitaine n'est autre qu'un jeune homme épicurien, ayant le goût de la vie et étant dévoué aux autres. Sportif dans l'âme, ce dernier a su mettre à profit ses qualités de compétiteur afin d'être compté parmi les heureux élus de cette édition inédite. Loin des grandes descriptions superflues, son talent d'orateur parlera de lui-même et saura, soyez certains, vous transporter par son grain de voix et son élégance sans faille.
Ici pour vous ce soir, pour vous éblouir, Félix le batteur. Issu d'une famille où le maître mot a toujours été conviction, c'est au cœur d'une enfance bercée par l'humour et la répartie que naît son amour pour l'éloquence. Inspiré par les plus grands, son grand-père, ainsi que maître Bonan, ancien bâtonnier au barreau de Genève, il intègre l'école de droit. Son admiration pour ses professeurs n'a de cesse de nourrir son amour pour la matière. Néophyte au concours d'éloquence, il décide de défier tous les pronostics. Partant outsider, il crée la surprise. Dès sa première prise de parole, il a alors tout d'un diamant brut. Tel ce grand cru se bonifiant au gré des semaines, il a su plaire au jury qui le porteront en finale. Il est pour moi, ainsi que pour bien d'autres, la révélation de cette 13e édition. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, my lord, Sacha de Vénan. Bonsoir Félix. Bonsoir. Alors, qu'as-tu pensé de ton sujet lorsque tu l'as vu? Eh bien, au début, j'ai été pris d'émotion. Je me suis dit, un vrai travail s'offre à toi, s'ouvre à toi. Alors, je vais tenter, et j'ai tenté par ce travail effectué, de redéfinir le luxe, l'élégance, car parfois nous avons des a priori sur ces deux mots, et je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une nouvelle voie à l'utilisation de ces derniers. D'accord. Et alors, comment as-tu ressenti ce concours dans sa globalité? Très bien. Tout d'abord, même si le distanciel était là, Covid oblige, je pense qu'il n'a pas perdu en sa nature. J'ai déjà effectué l'ISIAS, j'ai déjà participé à l'ISIAS il y a de cela 1 an, et je retrouve avec autant de plaisir le fait de plaider devant vous. Très bien. Et alors, dernière petite question, comment te sens-tu à quelques minutes de la plaidoirie finale? Bien écoutez, je me sens bien, rempli de cette adrénaline. J'essaierai de l'évacuer lors de ma plaidoirie. Voilà. Très bien. Eh bien écoute, je te souhaite bon courage et un simple mot, crois en toi. Merci beaucoup. Bonsoir Sacha. Bonsoir Yves. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Quelle a été ta première impression à la découverte du sujet? J'étais mitigé, j'étais pas certain. Et puis en fait, je me suis rappelé que le sujet était, quand je me suis moi-même regardé mon adversaire, fait pour nous. Donc au final, j'ai rigolé. Et puis l'inspiration m'est venue tout de suite. Voilà. J'espère que tu seras pas inspiré pour cette plaidoirie. Et comment s'est passée cette phase de préparation, cette phase d'écriture J'ai vraiment aimé la phase de recherche, c'était un plaisir d'écouter tant des chroniques que des experts parler de ce sujet. J'ai appris plein de choses, j'espère que je transmettrai ce soir. Et puis voilà, et puis j'ai fait des petites blagues, donc moi-même je me suis fait rigoler. Et voilà, c'était un plaisir de plaider pour mes chats. Donc, voilà. Et comment te sens-tu à quelques minutes de prendre la parole? J'ai l'impression plutôt bien. Je suis content d'être dans un lieu aussi beau que cela, et puis non, je me sens porté par un galvanisme sorti de je ne sais où, mais je suis content, je suis bien. Nous sommes tout autant contents que toi, et je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance pour cette plaidoirie et grand du plaisir. Merci, my lord. Le luxe est-il le miroir de l'élégance? À l'affirmative, Félix le batteur, nous vous cédons la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, membres du jury, chers négateurs, cher auditoire virtuel, bonsoir. Me voilà devenu versatile. Hier soir, je serais mort pour vous affirmer que le luxe ne pourrait être le réflecteur de l'élégance. Mais à mon réveil, la lumière fut. J'ai enfin compris. Le rayon divin est venu apaiser mon sommeil et m'éclairer sur l'un des mystères les plus français qu'il soit. Oui, mesdames et messieurs, la France, hôte du luxe et de l'élégance et du miroir, n'en a pas terminé avec cette question. Vous avez bien entendu? La France et le miroir sont intimement liés. Je vais vous demander de prendre de la hauteur, d'oublier les messages de votre créancier afin de ne pas vous atterrer et de regarder avec un œil neuf et sans œillère la réalité qui nous entoure. Mon objecteur viendra vous présenter le luxe et l'élégance d'une façon manichéenne, comme s'il y avait un gentil et un méchant. Mais ne vous y trompez pas, l'un
ne peut exister sans l'autre. Chère Assemblée, c'est en ces temps de pandémie que je vous propose un voyage, une excursion qui nous fera traverser les méandres du luxe, puis atterrir sur l'archipel de ses reflets et enfin terminer sur le continent élégance. Vos billets sont en main. Votre envie de découverte et de vérité vous colle au cœur. Dans ce cas, décollons. Nous voilà arrivés sur notre premier point de passage. Bien souvent, assombri par les critiques les plus hypocrites, le luxe s'ouvre à nous, aussi transparent que ne l'est un diamant. Attelons-nous à définir le luxe. Suivant les langages, le mot a d'ailleurs une connotation très différente. Étymologiquement, allant de lux, c'est-à-dire la lumière, le rayonnement, le goût, l'éclairage, l'élégance, à luxuria, qui signifierait le clinquant, le rare ou plutôt luxus, qui aurait des origines indo-européennes et qui viendrait signifier la rupture ou encore la déviation, ce qui donna entre autres le terme de luxation. Mais laissons les problèmes que rencontre notre très cher Neymar, alias numéro 10, de côté. Le luxe est donc cette valeur sûre. Il est un acte primordial. Il est le miroir d'un temps qui ne passe pas, il est éternel. Le monde est né avec le luxe. Sa création est luxueuse, abondante, foisonnante. L'eau, le sable, le feu, ce dont sont de par leur nature luxueux. Ils sont aussi les éléments créateurs du miroir. Le luxe, c'est cette caractéristique d'une civilisation et des hommes qui la composent. Il est la soupape indispensable à l'activité humaine. Mesdames, Messieurs, la cloche sonne. Il est l'heure de repartir. Prenons l'avion et dirigeons-nous vers un archipel aussi éclatant qu'élégant, celui de la miroiterie luxueusement élégante. Il est le dernier point qui relie luxe et élégance. Je vous l'avais promis, je vais vous parler de miroir. Le miroir est un signe du savoir-faire français, un signe du luxe du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il était celui qui reflétait l'élégance de la cour du roi dans le miroir des glaces. Le miroir est donc un outil qui a réussi à faire briller le luxe à travers l'élégance. Vous avez d'ores et déjà saisi l'élément de liaison. Continuons. Vous avez souvent entendu l'expression « Paris est le miroir de la France ». Il est alors utile de rattacher cette expression à une autre, je cite, « l'élégance à la française ». À travers le monde, cette élégance à la française est principalement représentée par un groupe, celui de LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy. Alors, que l'on aime Bernard Arnault ou pas, il faut avouer que le luxe est aujourd'hui l'affaire d'une représentation internationale. De fait, lorsque l'on demande à un étranger ce qui le parle des Français, il vous fera tout d'abord référence à cette fameuse baguette, mais il continuera en vous affirmant que nous sommes des personnes élégantes. Lorsque ce même monsieur ira dans une marque de luxe et qu'il essaiera des vêtements, il se verra dans la glace avec cette part d'élégance française en lui. J'aimerais faire avec vous une escale qui n'était pas prévue et qui nous conduirait tout droit sur le territoire du vin, un terrain que j'apprécie fortement. Nous l'avons dit, le luxe, c'est cette recherche de l'excellence. Et c'est ce que les Français ont eu de tâche de faire pendant des siècles et des siècles. Mesdames, Messieurs, un vin élégant et luxueux se remarque à sa robe. Prenons l'exemple du rouge, aphrodisiaque de la personne élégante. Il est né d'un travail, de la terre, effectué avec une minutie sans nom, d'une recherche de la qualité extraordinaire et conservé dans un des bois les plus nobles qu'il soit. De facto,
Le vin, qu'il soit un Bourgogne ou un Bordeaux, un Châteauneuf du Pape de 95 ou bien un Saint-Émilion de 2020, sera, de par sa nature, luxueux. Ainsi, ce luxe sera exposé sur la table de chaque personne élégante. Mesdames, Messieurs, je vous prierai de vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Nous arrivons à présent à notre dernier point de passage, le continent élégance. Cette dernière est définie comme cette qualité esthétique que l'on reconnaît à certaines formes du naturel ou bien créée par l'humain. Sa perfection est faite de grâce. Chateaubriand nous aura d'ailleurs fait part de sa définition sur l'élégance comme étant une colonne corinthienne. Agréable, belle, gracieuse, sophistiquée, remarquée. L'élégance est une convoitise des hommes. Cette convoitise lui donne un aspect unique, un aspect luxueux. L'élégance porte en son sein les signes du luxe. Elle est ce fil d'Ariane qui vient croiser les mailles de l'excellence, de la convoitise et de la magnificence. Mon objecteur viendra vous présenter et viendra vous dire que tout ce qui relève du luxe n'est pas forcément élégant. Mais, monsieur, je suis totalement d'accord avec vous. Certaines choses qui relèvent du luxe ne paraissent pas forcément élégantes. J'entends par là les boucles d'oreilles en bouchon de vitelle de chez Balenciaga ou encore les tongs en peau de léopard de chez Fendi. Je vous rassure tout de suite, toutes ces marques que j'ai citées ne sont pas françaises. Trêve de plaisanterie et de mesquinerie. Ne vous laissez pas ensorceler par ce discours qui suivra mon plaidoyer et qui consisterait à reprendre une phrase toute faite de la part d'un philosophe ne savant plus quoi dire. Le luxe est une question d'argent. L'élégance est une affaire de goût. L'univers du luxe s'inscrit dans une recherche constante de la perfection, d'excellence, mais surtout et avant tout d'émotion. L'élégance rationnelle est celle du geste parfait, du bon mot choisi, se nourrissant d'esthétique. Mesdames, Messieurs, je terminerai en vous faisant une confidence. Il y a de cela plusieurs années, j'ai eu l'immense plaisir d'affronter mon contradicteur ici présent lors de séances d'escrime. Un sport d'une élégance peu commune. Aujourd'hui, nous nous retrouvons tous deux afin de nous livrer combat sur une joute verbale. Le luxe est-il miroir de l'élégance? En garde, prêt, allez. Inutile de me presser. Se pensant fort de son aisance sur le sujet, mon adversaire avance de 2 pas. Il tente une attaque, avec septime je parade, j'entame ma balestra, cette lame luxueuse, ingéniosité humaine et la continuité de mon bras, j'entame ma fente, avec la quinte je riposte, et je viens effleurer cette tenue bleue élégante que porte mon adversaire. La lumière miroite dans la coquille de mon épée. Mesdames et messieurs, à la fin, je touche. Le luxe n'a qu'une seule finalité, faire miroiter l'élégance pour qu'à la fin, les deux ne fassent qu'un. Je vous remercie. À la négative, Sacha Devénon, la parole est à vous. Cher président, tout aussi cher membre du jury, bien-aimé public, rival. Vos yeux ne vous trahissent pas. Je n'ai pas de costume et je romps avec la coutume, mais ce n'est en aucun cas signe de contestation contre nos institutions. Messieurs, dames, les membres du jury en votre forme collégiale, appréciez in concreto les faits avant de rendre votre verdict. Je n'ai pas non plus, ou encore, la robe d'avocat, mais je n'ai pas besoin de représentant ad agendum et laissez-moi plaider ma cause. L'accusé n'a jamais participé à un concours d'éloquence. Il n'est pas non plus invité aux soirées formelles, il n'a pas perdu de proches et, surtout, il ne fait qu'un honorable mètre 64. 63, l'expert judiciaire confirmera. Allez-y, vous qui raillez derrière vos écrans, je vous mets au défi de trouver un costume ajusté à ce petit homme dans un délai de 7 jours ouvrables. Ne suis-je pas aussi élégant que mon objecteur paraît de luxe?
Mon pins David Bowie et mon pulse Saint James sont-ils vraiment des insultes envers notre superbe jury? Le luxe a pour fonction de se distinguer des autres par la détention et l'utilisation de produits rares. Trouvez-vous que c'est une manière élégante que de se distinguer de la sorte? N'est-il pas préférable que de se distinguer par l'élégance de l'action et de l'esprit, par l'éloquence? Bien, contrairement à moi, le CNRTL ne perd pas de temps, car après avoir défini le luxe, il cite Victor Hugo, celui-ci nous rappelant que le luxe amollit et corrompt l'âme. Il doit y avoir méprise. J'ai cru comprendre que mon adversaire disait que le luxe était miroir de l'élégance. Oh non, tel le Centre national de ressources textuelles et lexicales, il ne me faudra pas longtemps pour vous révéler la supercherie que le monde du luxe et son mandataire a voulu vous vendre. Tel Poutou, en t-shirt manche longue face à vous savez qui, ce n'est pas à moi d'avoir honte, bien au contraire. Le luxe a toujours été miroir, non de l'élégance, mais de l'horreur humaine. Saint Augustin disait « errare humanum est », mais permettez-moi de rectifier, « horror humanum est ». Le luxe reflète à merveille l'horreur humaine et l'histoire, telle Atlas, portera ma thèse à bout de bras. Sous l'Antiquité, et plus particulièrement sous l'hégémonie romaine, l'argent et le marbre étaient un luxe dont il ne pouvait se passer. Et à quel prix? Le travail dans les carrières de marbre, et plus encore celui dans les mines d'argent, étaient des plus terribles à cette époque. Mais la réputation de ces dernières les précède, et vous savez sûrement que la peine capitale romaine pouvait être le travail aux mines. Quelle ironie! Lorsque l'on sait que c'est ce même argent qui servit à payer les légions de Crassus lorsqu'il fallut exterminer la révolte de Spartacus, où nombre de ces émeutiers venaient des dites mines. Notez que je parle des mines sous la période antique et que je n'évoquerai pas, par pure lâcheté, les mines actuelles de coltan en Congo servant de composants au smartphone. Je n'en parlerai pas, non. Car ma plaidoirie se retrouvant sur YouTube, je ne voudrais pas que Lysias ait des problèmes à cause de moi et qu'il m'envoie plaider cette fois devant le tribunal correctionnel de Clermont, où j'aurai un costume, je l'espère. Je pourrais continuer en vous parlant de l'exécration que me provoque le commerce triangulaire, permettant à nos délicates lumières françaises que de pouvoir jouir du luxe de mettre un sucre roux dans leur café. Vous le voyez, le reflet du luxe par le miroir de l'histoire n'est que destruction. Et quelle meilleure comparaison que celle de l'embrasement des galères romaines par les célèbres miroirs de Syriacuse. Ah oui, le spectacle des flammes dansantes devait paraître élégant pour les soldats siciliens juchés sur les remparts de la citadelle. Et Archimède aurait pu contempler l'œuvre de ces miroirs ardents s'ils n'étaient pas perdus au même moment dans ses dessins. Sûrement ne souhaitait-il pas assister au spectacle du bûcher, dont il était lui-même producteur et metteur en scène, et n'avait-il peut-être pas envie de regarder la peau des Romains fondre grâce à l'élégante manière dont il s'était servi des miroirs. D'une comparaison en vient une autre. L'homme désire et s'approprie le luxe tout en fermant les yeux quant au moyen d'y parvenir. Fermez les yeux et sentez vous aussi le parfum de l'histoire. Tantôt, le luxe aura parfum Chanel. Tantôt, aura-t-il le parfum du sang et du napalm. Notez que je ne dis pas l'humain mais l'homme, car à la vue de l'actualité médiatique et judiciaire, quant au flot incessant d'accusations et de condamnations d'agressions sexuelles, l'horreur semble être en ce moment plus du côté de l'homme que de la femme. Plus encore dans la famille luxueuse. Oui, c'est possible. L'homme ne renonce à aucun vice lorsqu'il s'agit également de conserver son luxe. Ce dernier n'a de sens que lorsqu'il est désiré par la majorité, mais possédé par une minorité. Et cela, Louis VIII l'avait bien compris. Il était absolument contre la démocratisation du luxe, et selon lui, porter de riches bijoux et vêtements devait absolument rester un privilège des nobles. Il institua ainsi les lois somptuaires afin de réglementer le port. L'élégance est synonyme de classe, de savoir-vivre et de doigté, selon Robert. Quelle classe, quelle doigté pouvons-nous retenir de cette provocation? La devise du luxe, je vous la donne en 1000. Inégalité, liberté, inégalité et hostilité. Avançons dans le temps, si vous me le permettez. 2019. Connaissez-vous la pratique consistant à arracher les griffes de votre ruminé pour préserver vos jolis fauteuils en cuir? En plus de la douleur intense qu'ils subissent, celle-ci pouvant même ne pas disparaître et devenir chronique, ils peuvent avoir de graves problèmes après l'opération, comme des hémorragies, des infections, des kystes, des fistules et même boitées, pardonnez-moi du peu. De plus, il existe une possibilité qu'elle repousse. Aurore, humanum est. Mais mon contradicteur nous aura montré de l'histoire du luxe que ses jolies facettes, son consensualisme. L'histoire, non pas avec un grand H, mais avec un P de patrimoine. Le monde du luxe, à l'image de Stéphane Bern,
n'a que ce mot à la bouche, patrimoine, patrimoine. Mais celui-ci n'est rarement invoqué seul. Il serait bien sûr corollaire de l'artisanat et de l'art. Mais je ne peux en aucun cas tolérer que le monde du luxe et son sbire ici présent se les accaparent afin de jouir de l'élégance de ces domaines. L'artisanat d'abord. Je ne doute pas que le luxe ait pu reposer sur celui-ci fut un temps. Mais qu'en est-il désormais? L'artisanat diffère de par sa nature de l'industrie. Mais je ne vous l'apprends pas, nous sommes au sein d'une société de consommation. Ce n'est plus l'artisan qui décide ce qui est luxe, c'est le consommateur. Souvenez-vous de ces chaussures étant Lidl, achetées 15 € et revendues 700 €. De plus, comment peut-on justifier qu'il y ait une once d'élégance dans ce monde du luxe soumis au mass market et à la règle des 4 R? Révéler, récompenser, respecter et retenir. Respecter, respecter. Faudrait-il encore que l'acheteur se respecte avant de dresser sa tente quechua devant une boutique suprême Paris? Quant à l'art, le luxe le pénètre pour mieux le corrompre. Il pervertit la part d'élégance de celui-ci. Cette gangrène ne saurait être plus explicite à vos yeux une fois le métrage de mon idole dépeint. Dans le film Le Tatoué, un acquéreur et revendeur de peinture joué par Louis de Funès aperçoit un ancien légionnaire incarné par Gabin avec un tatouage de Modigliani dans le dos. Ni une ni deux, il lui propose de le lui racheter en découpant le tatouage contre 50 millions de francs. Oui, la peau d'un homme. L'animal ne serait désormais plus le seul braconné pour le luxe. Ainsi, quelque chose de si majestueux, de si élégant que l'art ne pourra refléter du luxe que la folie et l'avarice de l'homme. Et en aucun cas son élégance, car peu importe le prix, peu importe la nécessité, celui désirant se payer le luxe de posséder telle ou telle chose ne renoncera devant rien pour l'avoir, et au diable l'élégance. Je ne tolère que le luxe soit assimilé à une unique œuvre, et ce serait le portrait de Dorian Gray, car plus le reflet du luxe semble beau, et plus il est pourri de l'intérieur. Tiens, Prada s'est engagé de son côté à utiliser 100% de nylon recyclé d'ici 2025. Oh, excellent! S'il respecte ses engagements, ça ne fait plus que quoi? 4 ans de pollution chimique et de déforestation tropicale? Non. Ne vous faites pas avoir. Le diable ne s'habille-t-il pas en Prada? Comment vous en vouloir, cher auditoire, d'avoir été séduit l'espace d'un instant par la thèse de mon opposant? Les lobbies et leurs ancêtres, Louis VIII et Stéphane Bern, ont fait en sorte que l'opinion publique se soumette à l'idée que le luxe soit reflet de l'élégance. Le luxe n'est pas reflet de l'élégance. Saint Augustin, encore lui, disait « Se tromper est humain, mais persister de son erreur est diabolique ». Avant de me retirer, je fais appel à votre raison. Montrez-moi, prouvez-moi que l'humanité ne doit être réduite à celle gravée dans le marbre de l'histoire, que dis-je dans la roche de l'histoire. Je vous le demande, qui, de Ketmos ou du renard, porte le mieux la fourrure? Je rêve, moins simplement que d'avoir la robe noire, et non pour son luxe, mais pour l'élégance de la profession. Je vous remercie. Félix, Sacha, bravo. Vous avez été aussi éloquent que brillant. Tout de suite, la phase des votes des L3 est ouverte. Vous connaissez la marche à suivre, le lien est dans la description. Et pour vous divertir durant cette phase de vote, nous vous proposons un court entracte. Qu'est-ce que l'éloquence? L'éloquence, ça n'est pas simplement de bien ordonner des mots, des phrases de façon harmonieuse. L'éloquence, ça n'est pas de livrer un discours agréable à entendre, ça n'est pas bien parler, ça n'est pas que bien parler. L'éloquence, c'est d'abord et surtout l'art de savoir captiver son auditoire. Captiver, cela implique une double dynamique, c'est-à-dire de savoir attirer et convaincre, d'aller chercher son auditeur et de savoir le retenir. C'est un exercice qui est ingrat, difficile. Il faut savoir que vous avez beau préparer de la meilleure des façons le fond, vous avez beau être dans une forme physique resplendissante, malheureusement, c'est un exercice qui demeure aléatoire et vous pouvez, lorsque vous prenez la parole, être mauvais,
les mots ne coulent pas, il n'y a aucune fluidité. Tout ça est très aléatoire. L'expérience permet d'éviter d'être mauvais, ne garantit jamais d'être bon. J'ai un conseil à livrer à ceux qui seront amenés à prendre la parole en public dans le cadre de leur activité professionnelle. Il y a un phénomène qui est inéluctablement lié à l'éloquence et à la prise de parole en public, c'est le trac, c'est le stress. Nous y sommes tous confrontés. Ne craignez pas ce phénomène-là, qui est un phénomène moteur en réalité de l'inspiration et de l'engagement. On ne peut être bon que si on a stressé auparavant. Je garde à l'esprit les confidences de notre garde des Sceaux actuelle, qui explique et qui a toujours expliqué qu'avant chaque prise de parole, notamment dans une enceinte criminelle, alors que nous connaissons tous son expérience, il passait la nuit qui précédait à dégueuler partout, comme pour reprendre ces termes. On est tous, à notre niveau, et quelle que soit notre expérience, confrontés à ce stress-là. Chérissez-le, chérissez ce trac, il faut savoir l'utiliser, et gardez-vous surtout d'être parfaitement en forme ou tranquille avant une prise de parole. Ce serait un signe malheureux d'une personne désabusée ou qui n'est pas engagée. L'éloquence, c'est aussi cette capacité à être engagé, à savoir convaincre et surtout à savoir marquer les esprits. Un exercice difficile, mais ô combien précieux. Alors, vous m'avez demandé de bosser sur l'éloquence. Ah bah flûte alors. Hein. Moi qui suis humoriste, j'aime pas trop bosser. Hein. Parce qu'il paraît que c'est un talent naturel, c'est ce qu'ils disent dans le dictionnaire. Hein, que c'est un talent naturel, c'est une facilité qu'on aurait comme ça. Ben, moi je crois pas. Je crois pas que ce soit de l'inné, je crois que c'est de l'acquis. Et effectivement, c'est en écoutant les autres qu'on devient un bon orateur. Si vous êtes une famille de taiseux, bah, c'est un peu difficile effectivement de devenir un... Sauf si vous ne séchez pas les cours, notamment les cours magistraux de la fac de droit. Hein, moi j'ai appris beaucoup en écoutant mes profs. Bon, évidemment, c'est pas des grands comiques, on est d'accord, mais n'empêche qu'en écoutant tous ces professeurs, hein, qui maîtrisaient bien des amphis de je sais pas combien d'étudiants de Clampin et tout, ça m'a appris beaucoup. Voilà. Donc pour moi, je crois que si je dois donner un conseil, c'est d'écouter tout ce que vous pouvez sur les radios, aller au spectacle, aller écouter du slam, du stand-up, toutes ces formes d'éloquence. Vous apprendrez en l'écoutant. C'est du travail, mais avec plaisir. Voilà ce que je voulais dire. Toujours le plaisir pour faire passer des bonnes idées, si vous le souhaitez. Nous procédons ainsi à la délibération avec notre jury en présence ce soir. Chers téléspectateurs, restez là, dans un instant, les lauréats. Nous vous invitons à patienter pendant la phase de délibération des jurys.